Valérie, quel est le constat actuel des scientifiques sur les changements climatiques? Où en sont les travaux du GIEC? Est-on sur la bonne trajectoire 5 ans après les accords de Paris? Quelle part doit-on attribuer au transport aérien et quelle évolution peut-on attendre? Vous avez la parole, Valérie. Merci beaucoup. Donc, j'avais préparé des supports visuels qui normalement vont apparaître à l'écran. Donc, le premier élément, c'est bien sûr ce constat d'un climat qui se réchauffe, hein, avec un certain nombre d'indicateurs. Celui que vous voyez représenté sous forme de barre verticale ici, depuis 1850 jusqu'en 2020, représente ce degré de réchauffement qui est observé à la surface de la Terre. Et c'est un indicateur pertinent de l'état du climat, ça n'est pas le seul. Et c'est aussi un indicateur qui permet de se représenter à la fois l'état global du climat, mais aussi le lien avec un certain nombre de conséquences régionales. Donc, je vais m'appuyer sur les points clés de récents rapports spéciaux du GIEC sur 1,5 degré, l'océan, la cryosphère et le changement climatique et des terres. Nous sommes dans la phase de consolidation, de finalisation des rapports principaux de chacun des groupes de travail du GIEC. Donc avec 230 auteurs de 60 pays, nous finalisons le rapport sur les bases physiques du changement climatique pour cet été. Pour ceux qui s'intéressent à la partie transport, aux solutions qui permettent de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, je mentionne que le rapport du groupe 3 du GIEC sur l'atténuation est ouvert à la relecture jusqu'à la semaine prochaine. Alors, passons à la diapositive suivante. Donc, quels sont les points importants à comprendre vis-à-vis de la perturbation profonde que les activités humaines exercent sur le fonctionnement du climat? Premier constat, nous perturbons très profondément la composition de l'atmosphère. Vous avez là, sur une période de temps de 2000 ans, le niveau naturel pour les périodes douces de la concentration des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et vous voyez les ruptures à partir de la révolution industrielle du milieu du 19e siècle, avec donc une augmentation très forte et qui se poursuit de l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone, de méthane, d'oxyde nitreux dans l'atmosphère. Et il est certain que c'est la conséquence des activités humaines. Diapo suivante. Il est également certain qu'en modifiant la composition de l'atmosphère, par l'injection massive de gaz à effet de serre, mais aussi par l'injection de particules de pollution, leur effet direct parasol, leur effet indirect sur la formation de nuages, les activités humaines perturbent profondément le bilan d'énergie de la Terre, et on le mesure avec cette métrique qu'on appelle le forçage radiatif effectif. Donc ça mesure en fait le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre au sommet de l'atmosphère. C'est ce qui permet de manière instantanée de comparer le poids de différents facteurs qui perturbent le climat. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, qui date de 2011, c'est le prochain rapport du GIEC, va le remettre à jour l'été prochain. Mais ce constat reste clair. Le premier facteur qui compte, c'est le dioxyde de carbone en termes de perturbation radiative. Il a également un rôle très particulier parce qu'il a un effet cumulatif sur l'évolution future du climat. Je vais revenir dessus. Donc, essentiellement lié au secteur de l'énergie. Il interagit profondément avec le cycle du carbone. 20 à 30% de nos émissions de CO2 rentrent dans l'océan, modifient la chimie de l'eau de mer. Et puis environ un tiers de nos émissions de CO2 est stocké par la végétation et les sols, avec l'effet fertilisant du CO2. Mais cette capacité des puits de carbone à absorber en gros la moitié de nos émissions chaque année va dépendre aussi de l'état du climat. Et le deuxième facteur qui joue le plus sur le réchauffement, ce sont les émissions de méthane, donc liées au secteur agroalimentaire, mais également liées aux fuites de gaz naturel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, parce que nous perturbons le bilan d'énergie de la Terre, il y a une partie du rayonnement de chaleur de la Terre qui ne part plus vers l'espace, diapo suivante, et cela conduit à une accumulation d'énergie dans le système climatique. Donc, où va cette énergie qui ne part plus vers l'espace? Si on regarde sur ce graphique, vous avez les ordres de grandeur pour la période depuis 1971 et entre parenthèses pour la dernière décennie où ces analyses ont été publiées. Donc 2% de l'énergie supplémentaire réchauffe l'air, avec des conséquences par exemple sur les caractéristiques pour le décollage des avions. 5% réchauffe les sols, 3% conduisent à la fonte du manteau neigeux, de la glace de mer autour de l'Arctique, des glaciers, une fonte du Groenland ou un écoulement plus rapide de l'Antarctique. Et enfin, le plus gros de la chaleur supplémentaire qui est accumulée dans le système climatique rentre dans l'océan qui en a absorbé
environ 90% sur la dernière décennie de cette énergie supplémentaire. Bien sûr, le système climatique réagit également à ces perturbations avec des facteurs qu'on appelle des rétroactions, qu'on caractérise et qu'on comprend de mieux en mieux, avec par exemple un effet net réchauffant des nuages dans un climat plus chaud. Diapo suivante. Alors, je fais un petit zoom sur l'océan. Donc, vous avez là la plus grande masse de l'énergie supplémentaire accumulée dans le système climatique qui rentre dans l'océan. Ce sont les estimations qui, vous le voyez également, s'affinent aux mesures des progrès, des méthodes, des réseaux d'observation. Et pour donner un ordre de grandeur, d'une année à l'autre, sur les derniers 30 ans, on rentre dans l'océan 11 zétajoules, 10 puissance 21 joules par an. C'est environ 20 fois plus que la totalité de l'énergie primaire consommée dans le monde par les activités humaines. C'est vraiment le résultat de cette perturbation majeure qu'on exerce sur le système climatique. L'accumulation de chaleur dans l'océan rend le réchauffement tel qu'il a déjà eu lieu irréversible. Mais l'évolution future du climat n'est pas jouée et elle va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Ce qui compte, ça n'est pas l'inertie dans le fonctionnement du climat pour les tendances à venir en termes de réchauffement. C'est vraiment notre capacité à transformer les infrastructures que nous utilisons et l'inertie de nos infrastructures. Et le secteur aérien fait partie des secteurs d'activité pour lesquels il y a une inertie, simplement par le temps de renouvellement, par exemple, de la flotte. Diapositive suivante. Alors, plus on bouge le curseur, plus le niveau de réchauffement au niveau planétaire est important, plus on va avoir des conséquences marquées au niveau régional. Je voudrais la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un ensemble de caractéristiques qui vont changer à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Ce sont à la fois des tendances, la température qui augmente plus vite au-dessus des continents que la moyenne planétaire ou plus vite près de l'Arctique. Ce sont des événements extrêmes. Donc, dans un climat qui se réchauffe directement, il y a plus de vagues de chaleur au-dessus des continents comme dans l'océan. On a également une atmosphère qui peut contenir plus de vapeur d'eau dans un climat plus chaud, 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Cela entraîne une augmentation des records de pluie torrentielle dans beaucoup de régions. Le fait d'avoir une atmosphère plus chaude, les changements de circulation atmosphérique conduisent également à une augmentation de la sévérité de sécheresse dans de nombreuses régions, en particulier de climat méditerranéen. Une autre conséquence directe, c'est le fait que l'océan, en se réchauffant, gonfle, le fait que la fonte des glaces continentales ajoute du volume à l'océan. Et donc, on a à la fois un effet graduel de montée du niveau des mers, mais quand cette montée graduelle du niveau des mers se superpose à une forte marée, à une forte tempête, on a aussi une augmentation des records de haut niveau marin. Et les épisodes de haut niveau marin qui étaient une fois par siècle au siècle dernier deviendront parfois annuels d'ici à 2050 dans de nombreuses régions du monde, augmentant le risque de submersion côtière. Voilà, donc cela fait partie d'un ensemble de caractéristiques d'un climat qui change et dans chaque région, on va être confronté à gérer des effets composites de tendances, d'extrêmes, de situations qui vont dépasser les seuils de tolérance, que ce soit pour les systèmes naturels ou pour les infrastructures que l'on a conçues, que l'on a mises en place par rapport aux conditions climatiques passées. Donc le travail de ma communauté, c'est vraiment de fournir à l'ensemble de la société, à l'ensemble des acteurs de la société, une information qui soit la plus fine possible pour pouvoir en tenir compte pour la gestion de risques, pour l'adaptation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc je parle de risque maintenant. Il ne s'agit pas simplement de l'état du climat, mais de la manière dont ça va interagir avec les vulnérabilités, les expositions, et puis les options d'action, les réponses que l'on va apporter en gestion de risque, en adaptation, avec des effets directs d'un climat qui change, et puis des effets en cascade via leurs conséquences sur des écosystèmes dont nous dépendons par leurs fonctions, par leurs services, par exemple pour la production alimentaire. Donc je vais illustrer très brièvement, sous 3-4 diapositives, quelques-uns des risques clés qui dépendent du niveau de réchauffement planétaire. Diapo suivante. Donc là, il s'agit d'une plage de réchauffement très proche de l'actuelle. La barre grise, c'est le niveau où on est aujourd'hui. Et c'est dans une plage, en fait, entre 1 et 2 degrés de réchauffement planétaire. Donc je précise qu'au rythme actuel de réchauffement, on va atteindre un monde 1,5 degré plus chaud très rapidement dans les décennies qui viennent. Et ensuite, en fonction des choix qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est possible de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, mais ça demande des transformations profondes
et c'est l'objectif principal de l'accord de Paris sur le climat. Donc vous voyez que même pour un niveau relativement proche de l'actuel de réchauffement, un certain nombre de risques liés au climat sont déjà importants et vont augmenter. C'est par exemple le cas pour les récifs tropicaux d'eau chaude qui en fait dépérissent du fait de vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. On a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les océans tropicaux. Cela va augmenter à mesure de l'ampleur du réchauffement, avec des enjeux de sécurité nutritionnelle pour les revenus aussi de ceux qui ont une activité de pêche traditionnelle et des enjeux de sécurité alimentaire. Du côté de l'Arctique, dans un monde 1,5 degré plus chaud, la banquise se réduit toute l'année, en particulier à la fin de l'été. Elle reste présente et on a quasiment plus de glace de mer en une année sur 100. Dans un monde 2 degrés plus chaud, c'est une année sur 3 à une année sur 10. Donc des bouleversements complexes qui touchent aussi bien la région maritime et les écosystèmes que les régions terrestres autour de l'Arctique. Pour les espèces et la biodiversité terrestre, sur la base d'une analyse de 100 000 espèces de plantes, d'insectes ou de vertébrés, on montre que le nombre d'espèces qui risquent de perdre leurs habitats double entre un réchauffement d'1,5 degré et 2 degrés. Il y a évidemment une augmentation des risques de submersion côtière, une augmentation des risques d'inondation fluviale, en particulier dans des régions comme l'Asie du Sud-Est. Je vais revenir par la suite sur les enjeux qui portent sur les rendements agricoles, parce que c'est un point clé. Mais il y a également des enjeux pour le tourisme de moyenne montagne en hiver, le tourisme qui dépend des récifs de coraux tropicaux, par exemple. Et puis, il y a des enjeux sanitaires, directs ou indirects, quand on dépasse les seuils de tolérance physiologique pour des conditions extrêmement intenses de stress de température, de conditions très humides, qui ont des enjeux pour la productivité au travail, pour le travail physique et en extérieur, et pour la santé des personnes les plus fragiles. Et ça, c'est l'effet direct, je ne parle pas des effets indirects. Diapo suivante. Je vais mettre l'accent sur la montée du niveau des mers. Donc la montée du niveau des mers, elle a accéléré ces derniers 30 ans parce qu'il y a une contribution croissante par la fonte du Groenland et un glissement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique. Quoi qu'on fasse, cette montée du niveau des mers, elle va se poursuivre à l'échelle de temps de plusieurs siècles, par simplement le temps de réponse de l'océan profond et le temps de réponse des glaciers et des calottes. Dans un scénario où on contient le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, on projette une montée du niveau des mers de l'ordre de 50 cm à la fin du siècle et de l'ordre du mètre dans les siècles suivants. Dans les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre ou de fortes rétroactions du système climatique, là on va regarder vers la partie la plus haute des niveaux de réchauffement possibles à horizon 2100. On est plutôt sur des ordres de grandeur autour d'1 mètre à horizon 2100, plusieurs mètres dans les siècles suivants. Et selon les conditions des zones de vie sur le littoral, les capacités à agir, il est possible de contenir la sévérité des risques liés à la montée du niveau des mers par des options de réponse locale, des ouvrages en dur, le fait d'avancer, le fait de protéger les infrastructures côtières, parfois des solutions plus complexes à mettre en œuvre, de repli stratégique. Et donc, vous voyez que la marge de manœuvre qui existe pour reculer, retarder, limiter les risques, va dépendre du contexte et va aussi dépendre des ressources et des capacités à agir, avec des enjeux qu'on retrouve pour beaucoup d'aspects liés au climat, au sens où ceux qui sont les plus exposés, les plus vulnérables, ont souvent le moins de capacité à agir pour faire face à ces conséquences. Diapo suivante. Alors, je reviens sur la partie utilisation des terres, le secteur des terres, parce que ça touche à des enjeux de sécurité. Sécurité en eau dans les régions de climat semi-aride, avec pour une plage de réchauffement de 1 à 4 degrés à la fin du siècle, des risques qui peuvent devenir extrêmement sévères pour des niveaux de réchauffement au-dessus de 2 degrés au niveau planétaire. Il y a également des enjeux extrêmement importants autour de la dégradation des sols gelés de l'Arctique. Pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, c'est un quart de ces sols gelés de surface qui vont dégeler. Pour un réchauffement de l'ordre de 4 degrés, c'est environ 3 quarts d'entre eux. Il y a une incertitude profonde sur les rejets de gaz à effet de serre associés au dégel des sols gelés, qui contiennent environ 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Et puis les enjeux qui sont extrêmement vitaux touchent à la sécurité alimentaire. Donc pour beaucoup d'espèces de céréales, pour beaucoup d'animaux d'élevage, il y a des effets de seuil de tolérance, en particulier pour des conditions très chaudes, et au-delà de ces seuils, des chutes de rendement ou de productivité.
Un des enjeux majeurs, ce sont les enjeux pour les rendements tropicaux d'un certain nombre de céréales clés, le blé, le riz, le maïs, le sorgho et d'autres plantes qui sont cultivées, en fonction de l'ampleur du réchauffement planétaire et des conséquences régionales. Et je souligne le fait que des conditions climatiques nouvelles, c'est-à-dire plus chaudes, dans les régions tropicales vont arriver le plus tôt possible au-delà de la variabilité naturelle du climat et pour des conditions pour lesquelles on n'a pas d'analogue nulle part ailleurs, ce qui rend les choses compliquées en termes de recherche d'espèces adaptées. Donc les enjeux en termes de sécurité alimentaire sont importants, avec des crises qui sont aujourd'hui localisées, avec des conditions parfois de sécheresse et qui peuvent être gérées par les systèmes de gestion de crise, le transport d'alimentation d'une région à l'autre. La sévérité des risques augmente quand plusieurs greniers à blé sont touchés en parallèle. Diapo suivante. Et les risques en termes de sécurité alimentaire, c'est-à-dire le fait de produire suffisamment de nourriture, mais aussi le fait d'avoir les moyens d'acheter son alimentation, ne dépendent pas que du niveau de réchauffement, ils dépendent également des choix socio-économiques. Si on fait des choix de développement soutenable avec une maîtrise démographique, le fait de sortir les gens de la pauvreté, des systèmes de production bas carbone résilients, une demande qui allège la pression sur les terres, donc l'évolution des régimes alimentaires, une gestion efficace des terres, en particulier les terres agricoles, donc une gestion durable des terres, on arrive à limiter les risques en termes d'insécurité alimentaire à un niveau bas, même pour un réchauffement planétaire de plus de 2 degrés. Diapo suivante. Par contre, si on a une forte croissance démographique, des inégalités fortes, donc on aura une consommation tirée par les personnes les plus aisées, qui va peser sur les ressources, qui va peser sur l'utilisation des terres, et en même temps, une partie importante de la population mondiale qui sera très pauvre, qui aura peu de capacité à s'adapter, des changements, des transferts de technologies lents, des pressions multiples sur les terres. Dans ce cas-là, en fait, on va aller vers des tensions en termes d'insécurité alimentaire, même pour un niveau de réchauffement planétaire de l'ordre d'1,5 degré. Alors j'insiste sur ce volet, diapo suivante. Pourquoi ? Parce que finalement, cela montre que les terres émergées, c'est une ressource critique. Elles sont sous pression croissante par l'évolution démographique, l'évolution de la consommation, en particulier la consommation d'huile végétale, la consommation de viande. Et le changement climatique, en affectant les rendements, ajoute à ces pressions, empire une situation qui est déjà tendue et ajoute des menaces sur la sécurité alimentaire. Il y a de nombreuses solutions qui sont disponibles dans ce secteur, qui touchent à la fois à l'offre, les systèmes de production, et la demande, les choix d'alimentation, pour renforcer la sécurité alimentaire, préserver les écosystèmes, les restaurer, mais aussi stocker du carbone et produire de l'énergie à partir de la biomasse. Donc une gestion durable des terres fait partie des solutions, mais ne peut pas tout faire et ne peut pas se substituer à ce qui est nécessaire de faire, en particulier dans le secteur de l'énergie. Donc le point important, c'est de rentrer l'équation usage des terres, pression sur les terres, dans les stratégies de réponse au changement climatique dans tous les secteurs. Diapo suivante. Donc on va passer aux enjeux qui portent sur la maîtrise du réchauffement planétaire. Donc on en est à ce degré de réchauffement, 100% avec une plage d'incertitude d'environ 20%, attribuée aux conséquences des activités humaines. Au rythme actuel, on va vers une poursuite du réchauffement. Et si vous prenez les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015, ces engagements impliquent des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter jusqu'en 2030. Et s'il n'y a pas une ambition plus forte, cela implique une accélération du réchauffement climatique qui pourrait atteindre 3 degrés ou davantage d'ici à la fin du siècle. Donc regardons un scénario opposé. À quelles conditions peut-on parvenir à limiter le niveau de réchauffement à venir ? Diapo suivante. La première chose, diapo suivante, ça va être en fait d'avoir le plus vite possible une baisse soutenue vers la neutralité mondiale des émissions de dioxyde de carbone. Pourquoi ? Diapo suivante. Parce que ce qui compte le plus en termes de niveau de réchauffement à venir, c'est le cumul des émissions humaines passées, présentes et futures de dioxyde de carbone. Tant qu'on n'a pas des émissions qui sont net zéro, c'est-à-dire que les humains ne mettent pas plus de CO2 qu'ils n'en enlèvent et ne stockent de manière durable au niveau mondial, tant que ça n'est pas le cas, le cumul des émissions dérive et le climat continue à se réchauffer. Plus on atteint la neutralité rapidement, plus on limite le cumul et le niveau de réchauffement à venir. Et dernier point, diapo suivante, l'autre point important, c'est d'arriver à maîtriser le forçage radiatif net des effets non CO2. Donc il ne fait qu'augmenter au cours des dernières décennies.
Il y a cet enjeu à le stabiliser et le faire diminuer, de sorte à également, et de manière plus rapide, parce que ce sont des facteurs à courte durée de vie dans l'atmosphère, de manière à également réussir à faire diminuer le pic de réchauffement. Donc il faut agir dans ces deux directions de manière importante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés ? Vous voyez en bleu celles qui permettent de contenir le réchauffement autour d'1,5 degré sans dépassement. Alors 2 degrés, c'est la même chose, mais un petit peu décalé dans le temps et en rythme de baisse. Ce qui est important à noter, c'est une baisse rapide qui démarre dans cette décennie au niveau mondial, qui est soutenue quasiment au rythme des conséquences des réponses à la pandémie de 2020, mais année après année. Donc quelque chose qui est construit, qui touche à tous les secteurs d'activité et qui permet d'aller le plus vite possible vers des émissions net zéro. Net zéro, ça veut dire qu'on a des émissions résiduelles. Par exemple, dans le secteur agricole, on aura besoin d'engrais azotés, il y aura des émissions associées. Certains secteurs d'activité, dans l'industrie, transport aérien ou autres, peuvent être plus difficiles à décarboner. Ça veut dire des efforts plus importants dans d'autres secteurs et la capacité à éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Pour contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est net zéro à horizon 2070 pour le CO2 seul. Et pour 1,5 degré, c'est net zéro à horizon 2050. Alors qu'est-ce que ça demande? Diapo suivante. Ça demande des changements à une échelle sans précédent historique. Des transitions qui sont pensées pour fonctionner dans un climat qui se réchauffe. Donc transition, c'est à la fois baisse d'émissions et résilience. Dans le secteur de l'énergie, avec la décarbonation de tous les secteurs qui touchent à l'énergie, en particulier la production d'électricité de chaleur, et également pour les transports. Des transformations profondes dans le secteur de l'utilisation des terres, l'agriculture et l'alimentation, pour parvenir à stocker davantage de carbone dans les sols, plutôt que de rejeter des gaz à effet de serre. Des transformations qui touchent sur l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, autour des villes, autour de l'industrie. Des transformations au niveau des infrastructures, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'innovation technologique, mais il y a également un enjeu d'innovation frugale, sociale, de transformation de société pour parvenir à maîtriser la demande, et en particulier en énergie, en matériaux non renouvelables, et la demande en protéines animales. C'est les 3 points qui sont clés pour parvenir à transformer les systèmes de production plus rapidement. Et puis enfin, ce qu'on montre dans les évaluations qui ont été faites, ce sont les enjeux à construire des transitions éthiques, par exemple au bénéfice du climat et de la biodiversité, des transitions qui soient équitables et justes au sens de la perception de la dimension juste des transformations qui sont menées. Alors, dernier volet, diapo suivante, sur ces enjeux au niveau planétaire. Il y a vraiment des limites au déploiement de mesures comme la production d'énergie à partir de la biomasse ou bien le boisement. Toutes les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, elles demandent une atténuation dans le secteur des terres, des changements d'usage des terres, avec différentes combinaisons de reboisement, boisement, déforestation évitée et bioénergie. Mais un déploiement à grande échelle, c'est-à-dire plus d'1 million de kilomètres carrés, d'options d'atténuation qui touchent à l'utilisation de la bioénergie et le boisement, peut avoir des impacts négatifs en termes de sécurité alimentaire, de biodiversité, de dégradation des terres et de ressources en eau. Par contre, les meilleures pratiques intelligentes, bien menées aux échelles appropriées, dans une gestion intégrée des paysages, elles peuvent offrir de nombreux co-bénéfices. Donc, par exemple, la production de bioénergie, à très grande échelle, ça peut augmenter les risques d'insécurité alimentaire pour environ 150 millions de personnes. Par contre, ça peut être intégré sur des terres marginales avec des essences locales de manière tout à fait soutenable. Même chose pour le boisement. Du boisement à très grande échelle qui va entrer en concurrence avec d'autres usages des terres va poser des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par contre, la restauration de terres dégradées, des pratiques d'agroforesterie offrent de nombreux bénéfices qui peuvent être soutenables. Alors j'en parle parce que ça fait partie des options qui sont envisagées dans le cadre du secteur aérien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les compenser. Diapo suivante. Alors, quels sont les enjeux pour le secteur aérien? De mon point de vue de scientifique du climat, il y a bien sûr des enjeux vis-à-vis du rôle du secteur aérien de contribution à l'observation de l'état du climat, de la composition atmosphérique et au progrès des connaissances. Je fais ici par exemple référence à une initiative qui s'appelle IAGOS, qui permet de collecter sur des avions de ligne des informations qui sont clés en complément des informations de surface ou par satellite pour mieux comprendre
l'état des lieux, les processus et contribuer au progrès des connaissances. Diapo suivante. Il y a également bien sûr des enjeux d'adaptation, comme dans tous les secteurs d'activité. Les effets liés aux caractéristiques de l'atmosphère dans un climat plus chaud, les effets sur le décollage, l'augmentation de la turbulence ciel clair, avec des conséquences possibles de restriction de charge ou de durée de vol. Des effets sur les infrastructures des aéroports, en particulier avec des connaissances qui s'affinent vis-à-vis des enjeux concernant l'adaptation des aéroports vis-à-vis de la montée du niveau des mers, avec des analyses de vulnérabilité qui deviennent qui sont souvent menées mais à l'échelle ponctuelle et qui demandent à être généralisées à plus grande échelle. Il y a des enjeux plus profonds sur les changements d'attractivité, d'accessibilité de destinations touristiques dans un climat qui change. Et puis il y a également des enjeux en termes plus stratégiques de comparaison de la vulnérabilité et de la résilience des différents modes de transport, aussi bien pour les infrastructures, la sécurité ou les opérations. De ce point de vue-là, il y a un besoin de progrès au titre de l'évaluation des meilleures pratiques pour mettre en œuvre de manière collective, finalement, des stratégies d'adaptation permettant de gérer les risques en mobilisant l'ensemble des connaissances qui sont disponibles. Et je vais terminer par les enjeux en matière d'atténuation, c'est-à-dire les enjeux dans le secteur aérien, diapo suivante, en mettant d'abord l'accent sur les émissions de dioxyde de carbone. Donc, dans l'ensemble, le secteur des transports a tiré vers le haut les émissions mondiales de CO2. Dans ce secteur, elles ont doublé depuis 1990. Le secteur aérien, c'est environ 11% des émissions de CO2 du secteur du transport, à peu près autant que le secteur maritime. Les émissions annuelles, en prenant les ordres de grandeur de 2018, du secteur aérien pour le CO2 seul, ont pesé environ 2,4% des émissions mondiales, mais avec des caractéristiques de croissance qui demandent une attention particulière. Donc sur 20 ans, c'était 2,5% de plus par an, et sur la période 2010-2018, 4% de plus par an. Donc c'est un des secteurs qui a tiré le plus vers le haut les émissions de CO2. D'autres secteurs ont fait des progrès plus importants. Les émissions cumulées depuis 1940 sont importantes, puisqu'il y a cet effet cumulatif des émissions de CO2. Et encore une fois, on voit que la période des derniers 20 ans a pesé très lourd. C'est 50% de l'ensemble des émissions du secteur aérien. Et puis enfin, il y a des enjeux particuliers de gouvernance. Donc, les vols domestiques sont intégrés dans les promesses, en fait, les engagements que prennent les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Mais il y a un enjeu de gouvernance sur les 2/3 des émissions qui proviennent des liaisons internationales. Diapo suivante. Alors, le secteur aérien, on met souvent l'accent sur le CO2, mais il y a aussi d'autres émissions. Donc, les émissions qui sont liées aux oxydes d'azote, les effets sur le climat qui sont liés aux particules et leur effet sur les nuages, très incertain, et puis les effets des traînées d'avions et de la vapeur d'eau qui est émise en haute altitude. Et pour ces aspects non CO2, les connaissances scientifiques se sont affinées récemment. Diapo suivante. Donc, si on prend en compte le forçage radiatif net, qu'on prend en compte les effets CO2 et non CO2, sans tenir compte des effets aérosol-nuages qui ne sont pas quantifiés pour le secteur aérien, on voit qu'en fait, sur l'instantané du forçage radiatif, le secteur aérien pèse autour de 3,5% du forçage radiatif, tel que c'est estimé actuellement, avec les effets non CO2 qui sont, de manière instantanée, plus importants que les effets CO2. Donc il y a eu des progrès des connaissances sur l'ampleur de cet effet radiatif. C'est celui qui a la plage d'incertitude la plus importante, c'est 8 fois plus important que pour le CO2 seul. On sait aussi que cela va dépendre du lieu, de l'altitude et aussi du type de carburant. Donc c'est des choses à prendre en compte dans les réflexions sur les carburants alternatifs. Et puis l'effet aérosol-nuage, potentiellement légèrement refroidissant, n'est pas évalué, il n'y a pas d'estimation quantitative disponible à ce jour. Diapo suivante. Donc si on reprend cette question et cette réflexion sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, au niveau mondial, l'enjeu, c'est vraiment une baisse des émissions mondiales de dioxyde de carbone pour parvenir à stabiliser le niveau de réchauffement. Les projections qui étaient faites avant la pandémie de Covid-19 pour le secteur aérien, sur un mode business as usual, donc tablent sur des gains d'efficacité, mais qui vont être en fait, compte tenu du renouvellement des infrastructures, potentiellement modérés. Il y avait des estimations sur la base de 2% par an, les estimations plus récentes montre que les gains possibles seraient d'environ 1,3% par an, sauf forte rupture. L'utilisation actuelle de carburants alternatifs aux énergies fossiles reste marginale et dans les projections business as usual, ce serait le cas.
Il y a également donc une projection de forte hausse de la demande qui conduirait pour le secteur aérien à des émissions multipliées par 2 ou 4 d'ici à 2050. Et donc l'enjeu, il est là. Quelle contribution du secteur aérien à la baisse mondiale des émissions de CO2? Et si le secteur aérien ne peut pas baisser ses émissions, quelles actions mener de sorte à avoir des bénéfices en termes de soutenabilité pour d'autres secteurs? Diapo suivante. Donc il y a bien sûr un ensemble d'enjeux. Je ne vais pas mettre l'accent sur les enjeux d'innovation technologique. Parmi les intervenants, il y a les meilleurs spécialistes du sujet. Mais il y a également des enjeux d'aspect opérationnel sur la navigation, l'optimisation. Des ruptures sont attendues de ce qui porte sur les carburants alternatifs, biofuel, fuel synthétique ou hydrogène. Et en faisant le point sur les connaissances dans la littérature académique, je résume les points importants. Pouvoir faire des analyses complètes en cycle de vie, pouvoir prendre en compte les effets CO2, non CO2, rentrer dans l'équation la pression sur les terres, donc la soutenabilité des modes d'approvisionnement. Il y a des enjeux qui sont stratégiques vis-à-vis de la capacité à construire les infrastructures adaptées. C'est clairement un frein majeur par rapport à des infrastructures hydrogènes qui seraient disponibles dans tous les aéroports du monde. Et puis, il y a bien sûr des enjeux sur les coûts. Il y a besoin de connaissances pour mieux comprendre et quantifier les effets non CO2, et en particulier sur ces carburants alternatifs et en fonction des trajectoires et des routes aériennes. Il y a des complexités sur les outils d'optimisation, en particulier sur la manière dont on compare les effets CO2 et non CO2. On va parfois utiliser des métriques intégrées, potentiel de réchauffement planétaire, potentiel sur la température, et on peut faire ces diagnostics sur différentes échelles de temps. Plus on regarde à court terme, plus l'effet non CO2 est important. Plus on regarde à long terme, plus l'effet CO2 est 2000 ans. Moi, mon approche serait plutôt de dire, voilà, comment baisser les effets CO2 seuls et comment baisser les effets nets non CO2 seuls, sans forcément essayer d'utiliser une métrique intégrée, parce qu'il y a des dimensions de choix et d'incertitude associées au choix de ces métriques. Il y a un besoin de R&D très net sur la prévision opérationnelle des traînées de condensation. Il y a un potentiel d'optimisation qui existe, mais ça n'est pas encore intégré dans les prévisions opérationnelles. Et puis le dernier point porte sur les stratégies portant sur des compensations. C'est vraiment le mécanisme CORSIA qui a été choisi par l'Association internationale de l'aviation civile. Et il y a vraiment des enjeux de sincérité, d'efficacité, de soutenabilité et de cohérence avec les trajectoires vers le net zéro CO2. Et en ce sens, je pense que certains principes de compensation éthique cohérents avec les trajectoires vers net zéro CO2 mériteraient d'être pris en compte. Tel que je le comprends, l'effort de R&D pour la production de fuel synthétique vraiment zéro carbone mériterait peut-être d'être intégré dans ce type de schéma. Diapo suivante. Donc je vais terminer en disant qu'il y a aussi des possibilités de rupture en se donnant des objectifs beaucoup plus ambitieux. Viser zéro utilisation d'énergie fossile d'ici à 2050, une utilisation transitoire de biofuel en minimisant les effets indésirables sur la pression sur les terres, mais aussi sur les effets non CO2, c'est quelque chose de très important. Un besoin massif de recherche, de développement, d'innovation, et en particulier vers les carburants synthétiques. Et puis enfin, il y a d'autres solutions qui sont importantes. Le report modal pour les trajets courts vers le train à haute vitesse, donc la complémentarité, ça a été abordé tout à l'heure, et la maîtrise de la demande. Mon propre secteur, celui de la recherche scientifique, se pose beaucoup de questions actuellement. Et il est certain que la pratique de réunion virtuelle qui a été imposée dans le contexte de la pandémie va être renforcée dans les années à venir, compte tenu également du choix en fait, des acteurs de la recherche scientifique de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre également. Diapo suivante. Je veux mettre l'accent sur la dimension de transition équitable et juste. Et la structure de la demande, elle est très particulière dans le secteur aérien. Il y a 2 à 4% de la population mondiale qui fait des vols internationaux seulement. La partie Europe et Amérique du Nord représente environ la moitié des revenus passagers kilomètres. Une analyse récente montre que 1% de la population mondiale, ceux qui volent le plus en fait, des super flyers, pèsent pour 50% des émissions de CO2 des vols commerciaux. Et donc ça pose un ensemble de questions sur le fait de construire dans le secteur aérien une contribution à une transition qui soit équitable et juste. Et puis, je reviens sur ce dernier point, il y a évidemment des enjeux de gouvernance pour une fraction importante des émissions mondiales du secteur aérien. La navigation privée, par exemple, certains propriétaires de jets privés ont des émissions associées à leur déplacement qui sont de l'ordre de milliers de tonnes de CO2 chaque année pour une personne. Il y a le rôle de la défense également qui est posé.
Et je termine avec une réflexion sur la diapo suivante, sur l'après-Covid. Donc vous avez vu en fait, du fait des mesures de restriction de déplacement, de confinement, imposées qui n'ont rien à voir avec des transitions et des transformations planifiées, choisies, intelligentes, il y a eu une baisse brutale, inédite des émissions mondiales de CO2 l'année dernière, qui est estimée à autour de 7%, avec un poids important du secteur des transports routiers. Ça a touché bien sûr très profondément le secteur aérien, et puis un ralentissement de l'activité industrielle. Le risque de rebond est majeur. Et donc la question qui se pose maintenant, elle est critique. Ce qui va être construit, ce qui va être défini collectivement, aussi bien pour l'offre que pour la demande, ça va être décisif vis-à-vis de l'action pour le climat. Est-ce qu'on verrouille les secteurs très émetteurs tels qu'ils sont, ou est-ce qu'on favorise des transformations profondes pour contribuer dans tous les secteurs à la maîtrise du réchauffement climatique et des risques associés? Je vous remercie de votre attention.